Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 45 de Vivant, numérique jusqu'à la mort, avec Kilian Wedert. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Ici Teddy Broadley de tranquillité.fr, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Vivant. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Un Français possède en moyenne entre 150 et 300 comptes sur Internet, mails, réseaux sociaux, etc. De son vivant, tout ça c'est bien, mais quand survient un décès, c'est clairement une autre histoire. Dans cet épisode, on va parler de nos vies numériques après la mort, quels impacts ont-elles sur nos proches, que peut-on en faire et quelles questions ces données soulèvent d'un point de vue éthique et juridique. C'est ce que nous allons aborder ensemble aujourd'hui, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Kilian Wedert. Bonjour Kilian, bienvenue dans Vivant. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Comment tu vas ? Bonjour Teddy, merci beaucoup pour cette invitation. Ça va très bien. Premier podcast, comme je te le disais juste avant off. Un petit peu tendu pour cette première fois, mais j'ai hâte d'attaquer. Ouais, mais en même temps, tu me disais que t'aimais pas les podcasts pour le coup, que c'était pas ton format préféré, que tu préférais la vidéo. C'est vrai, tu vois, je suis transparent. Moi, j'ai besoin de vidéos pour être captivé, donc là, je me suis forcé à écouter. C'était une souffrance, hein. Je me suis forcé à écouter des podcasts. J'ai pas, oh là là, quelle horreur, oh là là. Non, c'est intéressant, j'aime bien. J'espère que la voix va bien résonner. Bon, bah écoute, on va voir ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, rapidement ? Bon, rapidement, je m'appelle Kilian Wedert, j'ai 25 ans, bientôt 26. Je suis le cofondateur de Repos Digital qui existe depuis bientôt 3 ans. Repos Digital accompagne les familles qui ont vécu un décès dans la gestion de la vie numérique de la personne, de formation, parce que ça va être très rapide. J'ai fait un IUT à Bayonne, un IUT informatique, et ensuite j'ai fait une école d'ingénieur en alternance, toujours dans l'informatique, avec une appétence pour l'Internet des objets et la cybersécurité. Et donc je me suis lancé sur Oppo Digital à la fin de mes études et à temps plein par la suite. Et voilà, ça va faire 3 ans. Ok, cool. Alors, la question maintenant, c'est un peu la jeunesse de Repos Digital, pour le coup. Comment ça a commencé l'aventure ? Et j'attends de toi, Kilian, une réponse absolument transparente et sincère, parce que je sais tout, et donc je ne lâcherai rien. Donc pas de storytelling type tu parles avec ton cœur, quoi. Point barre. Ça me va. Non, pour prendre l'ordre des choses, j'ai la chance de ne pas avoir vécu de décès d'une personne très proche. Enfin, j'ai encore mes parents, j'ai encore mon frère, ma sœur. J'ai pas d'amis qui sont décédés, donc j'ai de la chance par rapport à ça. Avec mon UT en informatique, tout de suite j'ai appris à développer des applications, développer des mobiles, développer des choses. Et puis aujourd'hui, vu qu'on numérise tout, on fait des parcours digitaux sur absolument tout, j'avais l'impression de pouvoir créer quelque chose. Et donc voilà, très vite j'ai voulu un peu créer des choses par moi-même. Et mon alternance dans une grande banque s'est bien déroulée, mais justement je manquais un petit peu d'autonomie, un petit peu de responsabilité. Je me trouvais un petit peu bridé. Je trouvais ça dommage. Et donc, très vite, j'ai voulu faire des choses à côté par moi-même. Je me suis intéressé à des initiations à l'entrepreneuriat à mon école. Et puis, une discussion avec mon père qui est kiné, qui travaille beaucoup dans les maisons de retraite et qui donc est quand même souvent confronté à des décès. On parle de tout et de rien. À un moment, on parle des cimetières, de comment est-ce qu'ils pensent que ça va évoluer, la place, etc. Et puis, il me parle très vite des QR codes sur les sépultures. Je crois que tu connais les QR codes sur... Allez, on passe le bonjour à Delphine Le Thor d'Histoire de Vie. Voilà, comme ça c'est fait. Coucou Delphine, on te fait des gros bisous. Coucou Delphine. Et donc, d'ailleurs, j'ai dit à mon père, voilà, il y a déjà des choses qui se lancent. Lui trouve que c'est une bonne idée en tout cas, et moi ça m'est plutôt mis la puce à l'oreille sur le fait que toutes nos données sur Internet restent comme ça. Et donc mon initiation à l'entrepreneuriat, s'il y a bien un truc que j'ai retenu, c'est pour créer une entreprise qui fonctionne, il faut trouver un problème, il faut trouver un gros problème et le résoudre.
Et donc, je réfléchis et je trouve que moi, les données qui restent après le décès d'une personne sur Internet, c'est un problème. Ça me semble, moi, une évidence en tant que jeune. À l'époque, j'avais 22 ans. Mais donc, je creuse le sujet, j'en parle un peu à des amis et puis il s'avère qu'en en parlant avec des anciens camarades à l'UT, on me fait part de cette histoire où, dans la promo juste avant la mienne, il y avait un étudiant qui était décédé et après son décès, quelqu'un avait piraté son compte Facebook. Là, le problème était encore plus évident. Là, le pirate, enfin, ça n'a pas été un pirate, ça n'a pas été un piratage ciblé sur le compte de la personne décédée. C'était un piratage comme il en existe des centaines, des milliers chaque jour. Et là, c'est tombé sur le compte d'un jeune défunt. Et la personne a envoyé des messages à tout le monde, donc à la famille, a posté des choses. Là, il n'avait pas changé la photo, mais parfois ça arrive. Il y a aussi un YouTuber, je sais pas si tu connais, Dans ton corps, qui avait témoigné pour France Info, il me semble, la même expérience. Et donc là, voilà, problème paraît évident. Et donc je me dis, il faut trouver une solution. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus commun. Donc il faut faire quelque chose. Et naïvement, je me souviens que voilà, quand j'ai eu cet éclair de génie, je regarde mes potes et je fais putain les gars, dans un mois, j'ai créé le truc, dans un mois, je suis riche, tout le monde utilise Repos Digital, ça y est, bingo, j'ai trouvé ce qu'il faut. Et puis bon bah heureusement Pôle Emploi est là. Pôle Emploi, premier incubateur. Premier incubateur de France, hein, vraiment. J'ai utilisé tout mon chômage parce que bon, la réalité de l'entrepreneuriat est différente, mais toujours très très motivé par cette idée qui a beaucoup de sens, qui pour moi, je trouve, a toujours autant d'impact, va tous nous concerner. Donc, ce qui me plaît, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice, c'est de créer quelque chose qui a du sens. Et là, j'ai l'impression que c'est le cas. Donc, tu m'avais demandé en quelques mots. Tu vois, je suis parti déjà dans des parenthèses de C'est parenthèses. très bien, mais c'est super. Je rebondis sur la parenthèse Pôle emploi, Ouais. qui est assez formidable parce qu'il y a peu de gens qui assument ça et qui le disent. Mais effectivement, quand vous lancez des boîtes, les gens, et quand il y a des gens qui ont des idées, et comment vous faites ah, je me suis pas payé pendant 2 ans. Bah, comment tu fais? Bah, c'est juste que comment tu fais? Bah, tu as un truc, ça s'appelle Pôle emploi. C'est ça. L'ami Paul, voilà. L'ami Non. Paul qui va vous donner un coup de main pendant 2 ans. Et généralement, je remercie les gens qui sont encore licenciés en disant, bah merci, tu vois, c'est grâce à toi, mon investisseur, c'est toi. Et non, c'est vrai que pendant 2 ans, enfin, on a la chance, hein, Pôle Emploi, ça permet vraiment d'avoir 2 ans de crédit un petit peu où tu peux tenter des choses, donc, ouais, c'est bien. Ouais, c'est cool. Bon, après, à la fin des 2 ans, faut que. Voilà. C'est la solution. Mais, mais sinon, c'est cool. Bon, bref. Ok, ok, ok. Quelle vision t'as maintenant? Justement, au départ, t'étais plus dans. Enfin, voilà, t'étais vraiment un techos, comme on dit dans le milieu des startups. Voilà. Ouais. Et, euh, et donc, tu pars avec cette idée. T'es un techos, je vais développer des trucs. En un mois, ça va marcher. Tu sais, moi, quand j'ai lancé tranquillité.fr, j'allais dire, ouais, Teddy, il va aller tranquillement chez les gens, il va distribuer 3 cartes de visite et ça sera plié, tu vois. Donc, comme quoi, on a tous des visions différentes, mais ça revient au même. Ah ouais, c'est bon, c'est pas mal, ça va le faire. Euh, Aujourd'hui, t'avais quelle vision avant de la mort, de la relation aux gens par rapport à ces moments-là? Et est-ce que ta vision a évolué maintenant? Oui, alors j'avais quelle vision, je pense, comme beaucoup de personnes qui n'y ont jamais été vraiment confrontées. Bon, la mort, c'est pas sexy, je le dis souvent d'ailleurs, ce terme. C'est rare que au lycée, au collège, on se dise, ah tiens, plus tard, je veux travailler dans la mort, je veux être conseiller funéraire, je veux avoir une entreprise de pompes funèbres. Moi, je n'en connais pas, si ce n'est parce que tes parents ont éventuellement une pompe funèbre, parce que je sais que c'est quand même quelque chose qui se fait pas mal de parents à enfants. Mais bon, j'en avais peur. Je l'ai fait parce que j'étais surtout porté par ce côté données qui reste sur Internet. Et moi, ça, c'était le problème. Mais j'ai tout fait pour ne pas être en contact direct avec les familles d'abord parce que ça me faisait très peur et aussi pour éviter de faire les salons funéraires où c'est sûrement à cet endroit qu'on a dû d'ailleurs nous aussi nous rencontrer. Ça me rappelle mon premier appel parce que il a fallu à un moment accompagner les familles. Elles avaient des questions, donc il a fallu répondre à leurs questions et donc il a fallu décrocher le téléphone et contacter des familles. Alors petite anecdote d'abord, moi pour savoir si ça pouvait intéresser les gens, je devais demander à des personnes ayant vécu le décès d'un proche plutôt jeune parce que j'avais plus de chances que cette personne soit connectée. Donc moi j'allais sur les avis de décès sur Internet. Je filtrais par rapport aux plus jeunes, donc 20, 30, 40 ans. J'essaie de trouver leur compte sur Internet s'ils en avaient. Et puis, s'ils en avaient, j'essaie de trouver ensuite le contact de la famille.
Et ensuite, je contactais la famille pour lui proposer le service repos digital. Mais alors là, c'était gratuit. Évidemment, l'idée, c'était de savoir si ça intéressait les gens. J'ai dû faire ça une trentaine, une quarantaine de fois. Et évidemment, j'ai pris que des vents parce que, enfin, alors, j'ai dû avoir peut-être 30 non-réponses et sur les 10 réponses, 10 non parce que, je le remets en perspective. Voilà, tu reçois un message d'un Gus que tu ne connais pas qui te dit salut, je peux t'aider à gérer le compte Facebook de ton proche. C'est quand même très bizarre. J'ai plutôt eu des réponses bienveillantes parce que j'écrivais des messages bienveillants. C'était vraiment pas facile d'entrer en contact avec les personnes. Et donc j'ai essayé d'envoyer le meilleur message possible, le moins intrusif, le plus gentil, le plus empathique. Et bon, ça n'a pas marché. C'est là où j'ai appris à faire en sorte que les familles viennent à toi plutôt que d'aller vers les familles. Et c'est la naissance du marketing dans ma tête. Euh, et donc, il a fallu, les familles sont venues à moi, et il a fallu répondre à leurs questions. Et je me rappelle de mon premier coup de fil où j'étais si gêné. J'avais une petite voix timide. J'étais encore plus gêné que la personne que j'appelais. Je crois que de tête, c'est une personne qui avait perdu sa sœur. C'était plutôt récent. Ça faisait moins d'un mois. Et j'étais encore plus gêné qu'elle. Et bon, ça s'est bien passé parce que de toute façon, la personne a bien vu que j'étais là pour l'aider. Et donc, avec tant bien que mal, je l'ai aidé. Mais voilà, il a fallu le faire, le refaire. Et puis finalement, c'est devenu quelque chose que j'ai fini par apprécier. Donc là, au début, je le faisais vraiment en reculant. C'est quelque chose que j'ai fini par apprécier parce que les gens, finalement, étaient à l'écoute. Ils étaient demandeurs et ils étaient contents d'avoir une écoute, une oreille et puis surtout de pouvoir parler à quelqu'un de tous ces problèmes et d'avoir quelqu'un qui va dire, je vais vous aider sur tout ça. Et c'est là où j'ai commencé en fait à prendre du plaisir à accompagner les familles en direct. C'est finalement en étant en contact avec elles. Et puis voilà, mais le milieu funéraire me faisait très peur. Et puis pareil, je me suis forcé à faire des salons funéraires. Et puis ça a été la surprise parce que, alors c'est pas comme si c'était un milieu de bisounours avec que des gens extrêmement sympas aussi. Mais par contre, enfin j'ai été surpris. C'est un milieu avec pas mal d'empathie. Généralement, les gens qui vont dedans on fait face à des mauvaises expériences ou en tout cas ont envie d'apporter la meilleure expérience aux familles. Et donc un milieu plutôt très empathique. Et aujourd'hui, je suis fier de dire, voilà, moi quand je vais en soirée ou quand je rencontre des amis, on est jeunes, on a tous 25, enfin moins de 30 ans. Ah, toi, tu fais quoi? J'aime bien parfois vulgariser en disant que je suis un peu un croque-mort virtuel. Les gens, ça leur parle tout de suite. Et donc, c'est toujours un peu surprenant, mais je prends plaisir à leur dire qu'en fait, non, c'est plutôt un milieu empathique, sympa, qui a du sens. Donc voilà. Du coup, ils ont quelle réaction, tes potes, au début, quand tu dis ça? Et Alors, tes potes, tu sais, tes potes, les ouais, potes. mes potes, ils me soutiennent depuis longtemps. Eux, finalement, ils en ont marre parce que dès qu'on rencontre des nouvelles personnes, ils savent que je vais passer ma soirée à pitcher. Ils savent que, en gros, ils vont entendre mon pitch pour la 30 millième fois. Et donc, quand je me prête au jeu, parce que même moi, des fois, j'en ai marre et des fois, je dis, je gère des données et je m'arrête là. Mais des fois, je raconte un peu et donc, on a quoi comme type de réaction? On a des gens qui sont intrigués, des gens qui trouvent ça fort, enfin qui trouvent que ça a du sens. Généralement, tout le monde me dit que de toute façon ça a du sens parce que je m'adresse aussi à des jeunes et donc c'est des gens qui sont connectés. Tout le monde comprend. Ah ouais, ok, c'est pas mal, fallait y penser, c'est une bonne idée. Et puis bon, il y a des gens qui à la limite doivent penser derrière que je suis peut-être un peu bizarre d'avoir une telle idée parce que on m'a dit et même le milieu funéraire, enfin en parlant avec beaucoup de gérants, on m'a tellement dit on était quatre à la base à Repos du Temps, on était quatre jeunes et on m'a fait mais les gars, qu'est-ce que vous foutez dans ce milieu? Vous êtes des techs, vous avez appris à faire plein de trucs, vous pouvez faire plein de trucs. Qu'est-ce que vous êtes allez vous enfermer dans le funéraire? Et donc il y a sûrement des gens qui pensent un peu ça derrière, que c'est une idée morbide ou pas, mais voilà, j'essaie de leur montrer que c'est pas le cas et puis ils voient que je suis quelqu'un de plutôt normal, Plutôt jovial. plutôt jovial même, c'est vrai. Donc ça casse un peu l'image qu'on peut s'en faire. Donc ça se passe bien. Généralement, ça se passe bien. Les gens sont intrigués. Pour ceux qui ne situent pas, tu as expliqué un petit peu tout à l'heure la problématique, en tout cas, des comptes à travers deux anecdotes, tu vois. Au-delà de Facebook, parce que finalement, la vie numérique, si tu devais la définir, est-ce que c'est que Facebook
que, je sais pas, Insta, que ça, c'est quoi la vie numérique d'une personne, si tu devais définir ça? La vie numérique d'une personne, c'est l'ensemble de ses données sur Internet. Aujourd'hui, on a tous une identité physique. Teddy Broadley. Je sais pas si les gens connaissaient ton nom de famille. Ouh là là, Ah ouais, si. si. Enfin, logiquement, si. Enfin, vous n'êtes pas obligé de l'avoir mémorisé. D'ailleurs, si vous écoutez, vous ne connaissiez pas, vous n'avez pas fait gaffe à mon nom de famille, bah, je vous en veux pas. De toute façon, tous mes clients, toutes les familles que j'accompagne m'appellent Teddy. Teddy. Tous mes potes m'appellent Teddy. Teddy. Et en général, on m'appelle Teddy. Teddy. Voilà. Je te laisse continuer. Non, mais c'est vrai qu'on a une identité physique et puis on a une identité numérique qui est représentée par l'ensemble de nos données sur Internet et on en a beaucoup. La pierre angulaire, ça reste nos adresses mail parce que quand on utilise Internet, quand on on utilise des services, qu'ils soient financiers, de santé, de réseaux sociaux, de mail, d'achat, tout est symbolisé par les adresses mail parce qu'on en a plusieurs généralement. Et donc, voilà, l'ensemble de ces adresses mail et de nos données qui sont rattachées représentent notre identité sur Internet. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses, même si, tu l'as dit et c'est vrai, enfin, gros focus sur les adresses mail et sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment notre identité sur Internet. Donc, les Facebook, l'Instagram, les Snapchat, les LinkedIn, les WhatsApp, et on va pas tous les faire. Ça représente vraiment notre identité, mais c'est important. Alors, c'est évident pour les gens que c'est important de les gérer, cela. Et oui, c'est vrai que ça, c'est pour les notifications, pour ce côté, même pour cette gêne. Nombre de personnes ont dit, j'ai l'impression qu'il est encore en vie. C'est une situation très, très agréable, très particulière. Et il y a aussi nombre de personnes qui témoignent que lorsqu'ils ils font les démarches pour clôturer le compte Facebook d'une personne décédée, ils ont l'impression de le tuer une seconde fois, c'est leur mot. On a ces comptes qui représentent l'identité, puis on a tous les autres parce qu'on a des données. On peut avoir de l'argent sur Internet, on peut multiplier les données sur les GAFAM et compagnie qui généralement sont assez friands, localisation, habitude, voix, etc. Donc voilà, l'identité numérique, c'est tout ça. Concrètement, est-ce qu'une personne de son vivant peut faire quelque chose pour simplifier la gestion de la vie numérique de ses proches pour son décès? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait faire? Des petits trucs du quotidien, mais qu'on pourrait faire pour que ça soit Il y plus a, simple. il y a des trucs qu'on peut faire, mais on ne le fait pas. Et c'est pas grave, ça fait 3 ans que je travaille dans le milieu. Je suis déjà allé un nombre de fois incalculable sur les pages qui permettent de laisser des directives particulières. C'est le terme juridique qui permet, en gros, de dire à Facebook, je veux qu'à mon décès, le compte soit supprimé, je veux qu'il soit transformé, je veux qu'il soit légué à cette personne. Ça, ce sont des directives particulières, donc on peut laisser directement à chaque hébergeur, à Facebook, Google, en principe à tout le monde, même si la fonctionnalité, elle est disponible que sur un nombre très restreint de comptes. Donc on pourrait faire ça. Et j'ai voilà, moi-même qui pourtant sensibilise un peu tout mon entourage sur le fait que c'est important d'en parler, c'est important de le faire. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait en 3 ans parce que c'est chiant, on se sent pas concerné, c'est un peu flou, faut aller sur chaque site pour en théorie lui dire bah je veux faire ça et puis en fait tu te retrouves à devoir demander 100, 200, 300 fois la même chose. Bon, c'est pas très pratique donc c'est pas fait. Mais en théorie, il y a ces directives particulières. Il y a bientôt, je l'espère, les directives générales. En fait, c'est depuis 2016, donc sur la loi sur une république numérique, qu'a été encadrée la gestion des données d'une personne suite à son décès. Il y a donc eu la naissance des directives particulières et des directives générales. Les directives générales, c'est pareil, ça consiste à dire auprès d'un tiers de confiance, bah, je veux que globalement toutes mes données après mon décès soient léguées ou soient supprimées ou soient gérées de telle manière. Or, le tiers de confiance donc dont on a parlé n'a pas été défini par la CNIL et il manque un décret et donc ce n'est pas en pratique, ce n'est pas possible aujourd'hui de laisser des directives générales. Donc on voit que c'est quelque chose qui il y a eu des premières réflexions, mais que ça manque encore de nouvelles réflexions et puis de mise en pratique. Ça fait écho à un produit, mais là c'est non loin. J'ai pas envie de repartir dans un second pitch, mais c'est vrai que nous, la Repo Digital, on a pris la partie de gérer après le décès, de ne pas forcément aujourd'hui aider les gens à anticiper, mais ça fait partie d'un produit intéressant, je pense, que d'aider les gens à anticiper, à montrer en fait où sont tous leurs comptes sur Internet, parce qu'un Français on a beaucoup. On a en théorie 150 depuis 2018. C'est Dashlane, qui est un gestionnaire de mots de passe,
qui a fait cette étude. En 2022, apparemment, on en a 300, mais voilà, on a beaucoup de comptes sur Internet. Ça serait top d'avoir un produit qui soit capable de lister tous tes comptes et puis de t'aider en quelques clics à te dire, bah voilà, je veux que ça soit, de pouvoir laisser tes dernières volontés numériques, en fait, et de dire, je veux qu'après mon décès, ça soit géré de telle manière. Donc, on se retrouve à faire un peu un testament, mais sur la version volonté numérique. Bon, spoiler, on est en train de travailler sur une chose de la sorte, auto-promo. Mais voilà, donc, en pratique, pour répondre à ta question, c'est possible, très très peu réalisé. Le mieux, ça reste déjà d'en parler à ses proches parce que concrètement, ce qui peut déchirer les familles, c'est qu'on a une partie de la famille qui veut supprimer le compte parce qu'elle trouve ça très douloureux d'avoir voilà le profil Facebook et les autres réseaux sociaux parce que voilà, Facebook c'est vraiment la partie émergée évidemment. Il y en a qui trouvent ça très douloureux, donc qui veulent le supprimer. Il y en a qui veulent le conserver. Et donc, en fait, c'est ça un peu qui peut créer des déchirements au sein des familles, comme il peut y en avoir quand il y a succession, quand il y a héritage, il y a souvent des grosses questions. Ça en fait partie. Et donc, faut en parler pour qu'au moins la famille s'aligne sur qu'est-ce qu'on en fait. Comme ça, au moins, il y a pas de conflit en fait et c'est ça le plus important parce que c'est vrai qu'en pratique toujours là une personne avec un acte de décès, une carte d'identité et un livret de famille, une personne là peut faire n'importe quoi de vos comptes, c'est-à-dire qu'il peut aller contacter Facebook et dire je veux que ça soit supprimé. Facebook ne va pas demander aux autres héritiers si c'est bien ce qu'ils veulent. Donc c'est pour ça que ça peut être parfois très délicat. Ouais. Ouais. Tu as parlé d'un comité d'éthique qui a pas longtemps. J'ai vu passer ça. C'est vrai. C'est quoi cette idée? C'est quoi le but? C'est quoi le projet? C'est quoi le... Très intéressant. Enfin, j'espère parce que pour l'instant, ce n'est qu'un projet effectivement. On a fait face à des scénarios d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, qui sont vraiment nouveaux. D'un point de vue juridique, c'est le flou. Concrètement, là, on parlait d'une partie de la famille qui souhaitait par exemple supprimer le compte, mais l'autre partie qui ne souhaite pas la supprimer. Il y en a un des deux qui prend les devants et qui applique sa décision, par exemple supprimer le compte. Eh ben, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue juridique? Est-ce que une partie de la famille peut porter plainte ou en tout cas, enfin, peut avoir réclamation? Ça fait partie des sujets sur lesquels c'est important de professionnaliser aussi les procédures d'un côté. Mais donc ça, c'est un scénario. Il y a d'autres scénarios. Par exemple, on avait un jour accompagné une maman qui avait perdu son fils. Il avait 18 ans. Il s'était suicidé. Et donc, cette femme fait appel à notre service pour gérer toutes ces données sur Internet. On lui trouve, voilà, elle nous donne un tas de comptes, on lui trouve tout un tas d'autres comptes, on l'aide à prendre les bonnes décisions, évidemment, on réalise toutes les démarches, et bon, tout ça, ça se passe bien. Et puis 2, 3 mois après l'avoir accompagné, on trouve un compte Twitter caché, parce que voilà, sur Twitter, on utilise souvent des pseudos, et là, c'était le cas. Et le compte Twitter, le jeune homme s'en servait vraiment comme journal intime. Donc il se confiait, il se dévoilait. Il avait peu de followers, je pense. Enfin, c'était évident du coup que la famille et les proches, ou non, que la famille ne connaissait pas le compte, mais certains de ses proches, de ses amis, si le connaissaient. Et donc le dernier tweet de ce jeune homme, c'est, enfin, il montre clairement qu'il va passer à l'acte en fait. Et nous, on s'est retrouvés dans une situation où, ok, ça fait 3 mois qu'on a accompagné cette mère. Ça lui est déjà bien douloureux pour elle. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, en théorie, elle a payé notre service. On est dans le devoir de lui montrer tous les comptes qu'on a trouvés et de l'aider à le gérer. Est-ce que là, on mettrait pas ça sous le paillasson parce qu'en fait, elle a pas connaissance du compte et ça va lui faire plus de mal qu'autre chose. Est-ce que oui, mais en fait, si elle finit par tomber sur le compte 1 an après parce qu'un ami lui en parle et qu'elle a payé notre service, elle va se dire c'est un peu du foutage de gueule. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui montre? De quelle manière? Pour faire quoi? Pour dire quoi? Tout ça, nous, on a dû faire face à ce scénario un peu dans l'urgence parce que il a fallu avertir cette famille et donc à l'époque, on avait demandé spontanément, enfin j'avais demandé spontanément un peu l'avis à mes proches, à ma famille, aux professionnels du deuil. Tout à l'heure, tu citais Delphine. Typiquement, je crois que sur ce coup, j'avais pas demandé Delphine, mais je trouve que ça aurait été très pertinent de demander l'avis de Delphine et d'autres professionnels du deuil et donc du notariat, du droit. Et l'idée de ce comité d'éthique, c'est de rassembler un peu tout un tas de personnes, de multicasquettes, pour parler de ces scénarios totalement nouveaux, pour nous aider directement dans nos prises de décision. Et comme je le dis aussi, aider la juridiction à avancer. Je ne sais pas si c'est un terme qui se dit, mais concrètement, cette info juridique,
il faut apporter un peu de cadre et de contexte à tout ça. Et ça, c'est des scénarios très concrets qui existent, qui sont rares, mais finalement pas tant. Et donc voilà, l'idée c'est de discuter de tout ça, de nous aider dans nos prises de décision et puis apporter un débat officiel, sensibiliser les gens sur tous ces scénarios. Enfin voilà, c'est effectivement un peu l'idée. Merci, Kylian. Si tu avais un livre, un film, un docu, un truc à partager avec les gens qui nous écoutent, t'aimerais partager quoi? Et ta carte blanche, bien sûr. Oh, carte blanche. Alors moi, je suis très. Alors, je suis pas podcast, mais ça, je l'ai dit. Ah, je remets le couteau dans la plaie. Ah, bah, Ah, j'ai écouté Vivant, mais vraiment, mais c'était dur. Hein. oh là 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 là. Oh là là, hop. Insupportable, t'es dit vraiment insupportable. Non, je ne suis pas non plus. Et finalement, tu vois, je ne suis pas trop bouquin parce que moi, je dis, je suis plutôt vidéo, film, cinéma. C'est peut-être aussi un peu le problème de ma génération quand on est noyé dans les smartphones. On a besoin un peu d'écran, on a besoin de tout ça et j'en fais partie. Mais pour rebondir, s'il y a bien un livre que j'ai lu récemment et qui m'a marqué, je l'ai en face de moi, mais là, je te le montre, mais ça sert à rien pour les auditeurs, mais c'est Sapiens. Mais au moins comme ça, je fais pas le mec, tu sais, qui balance un titre sans avoir le livre. C'est Sapiens, donc de Yuval Noah Harari, qui est un livre qui explique un petit peu l'histoire de l'espèce Homo sapiens depuis ses tout débuts aujourd'hui, comment on en est arrivé là. Je suis tombé amoureux de son livre et j'ai lu un second livre qui est les 21 leçons pour l'homme du 21e siècle, il me semble, quelque chose comme ça. Et voilà, ça permet d'avoir Je suis très fan de ces livres un petit peu pédagogiques, enfin pas du tout un roman, plutôt dans un livre documentaire, limite un livre. Et pareil dans les films, je suis très biopic, je suis très biographie. J'aime bien les histoires vraies en fait. J'aime bien me nourrir des histoires inspirantes de personnes. Et donc c'est plutôt ma came. Et donc là en livre, je l'ai en face de moi. Du coup, j'ai pu te le citer. En cinéma, j'en ai pas qui me viennent en tête. Pourtant, j'en ai vu récemment des terribles, c'est sûr, mais j'en ai pas qui me viennent en tête. Bah, c'est pas grave. Je suis là, tu vois, j'ai l'impression qu'on m'a posé une colle. Voilà, je me sens, putain. Mais non, t'as bien répondu. En plus, t'avais le livre. Alors, vous n'avez pas la vidéo, mais effectivement, il m'a bien sorti le livre et j'ai bien vu. Il était sincère. Si je te laisse le mot de la fin. Eh bien, je crois que tout le monde ça y est, il prend sa voix de président de la République. Parce que français. Ouais, parce que vous le savez pas, hein, mais Kylian, la première fois que je l'ai vu, il avait vraiment une voix de président de la République. Il faisait vraiment un truc, robot digital, machin, truc. C'était le pitch, c'était dans le personnage du pitch. Bah oui, c'était ça. Tu sais, on fait face souvent je suis plus dans le mot de la fin finalement, mais je vais être très bref. Quand tu entreprends et qui plus est que t'es jeune, enfin j'ai 25 ans, j'ai globalement pas d'expérience, c'est une difficulté supplémentaire. Enfin, c'est à la fois un avantage et un inconvénient d'entreprendre à 25 ans, je pense, parce que on n'a pas tout un tas de contraintes familiales. On a déjà, c'est le prolongement de la vie étudiante. On gagne pas d'argent, mais c'est pas grave parce que de toute façon, quand t'es étudiant, t'en gagnes pas, t'as l'habitude, t'as pas de besoin, t'as pas de grands besoins, t'as pas de famille, t'as pas de famille, t'as pas de façon de parler, on s'est compris. Et donc ça c'est le côté avantage parce que je pense que c'est plus facile de prendre le risque, mais l'inconvénient c'est qu'on n'a pas d'expérience, qu'on est tout jeune, en plus je fais pas très âgé. Alors là j'ai ma moustache, je sais pas si tu m'avais connu sans ma moustache et sans ma tête, mais non. Bah mieux pas parce que je fais vraiment très jeune et c'est une des difficultés de la chose, c'est que on te prend parfois pas très au sérieux et qui plus est dans le milieu funéraire qui est un milieu où l'innovation c'est pas facile, je le dis aussi souvent, et le digital non plus. Donc ce que je représente avec ma petite tête de jeune qui utilise l'internet pour entreprendre, c'est pas facile. Mais donc voilà, la voie de président c'est peut-être pour essayer de contrecarrer. C'est peut-être un complexe que j'essaye de. Ah ouais, c'est bon, t'as travaillé dessus maintenant, c'est parfait. Ça. Puis maintenant j'ai une moustache et une barbichette, donc c'est bon. Et le mot de la fin, du coup, c'était ça ou pas? Et le mot de la fin, tu vois, c'est ça les parenthèses dont je te parlais. Non, merci, j'imagine que ça tout le monde te le fait. Le mot de la fin, oser entreprendre. Et en même temps, il rigole, je te vois rigoler, mais non, oser entreprendre, oser faire des choses qui ont du sens et de l'impact pour vous. Je trouve que c'est quelque chose de la plus gratifiante et je pense que tu pourras confirmer depuis que toi aussi tu as fait tranquillité. Je pense que travailler pour soi, c'est pas facile, mais c'est très gratifiant. On se lève globalement avec l'envie de bien faire et on fait plutôt bien quand c'est des initiatives personnelles. Donc
Voilà, moi, mon message personnel, c'est faites croire en vos rêves et faites vos rêves, réalisez vos rêves. Oh là là. C'est beau. Mais c'est beau et c'est tellement vrai en même temps. Je rajouterais que maintenant, je mets toujours je mets toujours un bémol. Un bémol parce qu'on est dans une société où globalement, de plus en plus de gens entreprennent, de plus en plus de gens se mettent à leur compte, alors que ce soit en freelance, tu sais, ou créent leur Ouais, boîte, ou beaucoup de ci ou freelance, ça. ouais. Vraiment de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Voilà. Et je pense à tous ceux, en fait, qui se disent, ouais, mais moi, en fait, voilà, quoi. Bah, en fait, très bien. En fait, tu vois, il n'y a pas d'obligation non plus. Mais effectivement, ouais, c'est cool. C'est cool quand vous faites un truc. En fait, moi, ce que je dis toujours aux gens dernièrement, tu vois, j'accompagnais des étudiants à pitcher leur projet Mhm. devant un jury. Et je leur disais, de toute façon, le plus important, c'est le pourquoi. Ouais. Et revenez toujours à votre pourquoi, tu vois. C'est avec ça, en fait, que vous allez toucher les gens, en fait. Parce que si vous êtes sincère, si vous êtes transparent, en fait, vous allez toucher les gens que vous devez toucher. Et puis les autres, si ça leur parle pas, c'est pas grave. Par contre, si vous jouez un jeu, dommage. C'est vrai, et puis entreprendre pour entreprendre, oui, non, c'est vrai qu'il y a un peu une mode, tu l'as dit, et c'est pas fait pour tout le monde, mais au-delà de ça, c'est pas ce que tout le monde a envie de faire. Et donc, non, ce qui a du sens, c'est le pourquoi, c'est faire quelque chose qui a du sens pour soi. Et ça peut être dans l'entrepreneuriat comme dans l'art Mm. ou dans le salariat, dans tout un tas d'autres choses, c'est clair. Et prenez soin de vous, écoutez-vous, comme d'hab, mais ça revient souvent quand même. Merci Kélian, c'était cool. J'ai passé un Merci. bon moment. J'espère que c'est partagé, mais a priori, vu ta petite tête, je pense que c'est bon. Merci Teddy, grâce à toi, je vais me mettre à écouter des podcasts. Ouais, je vais avoir du mal à y croire. À très vite en tout cas, prends soin de toi et puis à la prochaine. Et puis à tous ceux qui écoutaient, des gros bisous et puis à la prochaine. Salut. Merci Teddy, salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça prend 1 minute, mais ça aide toujours Vivant à se faire connaître au plus grand nombre. Vous pouvez également liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux. Et puis ça fait toujours plaisir de vous lire quand vous m'envoyez un petit mail. Voilà. Merci à vous d'être là. On a très bien commencé cette saison 4 ensemble. Et puis rassurez-vous, c'est pas prêt de s'arrêter. Je vous dis à très bientôt, dans 3 semaines, pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, comme à l'accoutume, prenez soin de vous.